Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Nous sommes en direct du salon du Made in France, porte de Versailles à Paris, et nous accueillons l'un des précurseurs de cette lutte pour que vive le Made in France, ancien ministre de l'économie. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Arnaud Montebourg. Je tiens à rappeler ici solennellement que de tous les hommes politiques que la République a engendrés, vous êtes celui qui vous êtes le plus engagé, j'allais dire de façon audacieuse, voire téméraire, pour défendre ces valeurs du produire en France. Déjà au gouvernement, je rappelle deux mots, remontada et redressement. Remontada, c'est votre formule, redressement, c'est votre titre de ministre des Finances, économie et des Finances. Il est là le redressement. Vous l'avez sous les yeux et vous avez participé à cette remontada économique et à ce redressement, j'allais dire culturel et social. Quelle merveille que ce salon du Made in France. Vous ne pouvez qu'être heureux, on est d'accord. Ce sont 4 jours de plaisir, d'abord à vendre nos propres produits et puis aussi à rendre visite à tous ces entrepreneurs et ces consommateurs qui soutiennent la France dans cette renaissance. J'observe d'ailleurs qu'il y a beaucoup de création, il y a beaucoup d'inventivité, de créativité et de succès. Les entreprises, moi je les ai vues toutes petites, 1083 et un grand nombre d'entre elles. Et aujourd'hui, ce sont des grosses entreprises. Elles se sont bien développées, elles sont soutenues par le public et elles ont des projets très ambitieux qu'elles arrivent à financer. C'est un peu comme nous, avec la Compagnie des Amandes. On a relocalisé il y a quelques années une filière qui avait disparu dans l'agriculture française, alors qu'on consomme quand même pas loin de 5. L'année dernière, c'était 49 000 tonnes d'amandes, c'est quand même presque un demi-milliard d'euros de marché. C'est pas une culture, un produit anecdotique qui est évidemment dans la vie quotidienne des Français à travers le snacking sain, vous voyez, oméga 3, mais aussi dans la pâtisserie industrielle, dans la chocolaterie, bref. Et donc ce produit, cette plante avait disparu. On a décidé de la relocaliser. On a levé quand même 17 millions auprès d'entrepreneurs qui eux-mêmes croient dans la France. On n'a pas eu les fonds. On a eu du mal à avoir les banques. Mais on a trouvé des gens qui croyaient dans ce pays. Ça, c'est du réel. C'est très important. Je disais à Arnaud Montebourg en préambule de cette émission que si on avait dit il y a 60 ans, en 1965, au général de Gaulle, il y aura un jour un salon du Made in France, il aurait dit mais vous divaguez. Comment en est-on arrivé au fait que l'on doit aujourd'hui consacrer ce fleuron de l'économie française en faisant un salon comme si nous étions les derniers des Mohicans? Qui a abîmé l'économie française au point que le Made in France doit faire l'objet d'un salon et d'une consécration? C'est une décision, c'est une série de décisions politiques dans les années 80, 90, 2000 qui ont conduit à abaisser les droits de douane sur le plan mondial. Ça s'appelle la mondialisation. Elle n'est pas tombée du ciel, elle a été prise en décision politique multilatérale. Et le fer de lance de la mondialisation, ce n'était pas les Américains qui, eux, étaient déjà très protectionnistes, qui ont toujours été dans l'histoire. Ils sont redevenus, là, aujourd'hui. Ils le sont encore aujourd'hui d'une façon encore plus agressive. C'était les Européens. C'est eux qui ont théorisé la mondialisation et ils l'ont fait déjà à l'intérieur de l'Europe. Ils se sont dit, ce qu'on a fait à l'intérieur de l'Europe avec l'acte unique en 86, on va le faire avec le reste du monde. C'est-à-dire la fin de la préférence communautaire. C'est ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé quand Pascal Lamy était aux commandes? C'est lui qui était c'était en fait l'archidiacre de Jacques Delors. Issu de la gauche. Sorte. Oui. Jacques Delors aussi. La gauche. Ce qu'on appelle le socialisme à l'époque. Exactement. Enfin, la droite n'est pas revenue sur ces décisions. Non plus. Elle avait participé. Et oui. Et donc, en fait, c'est lui qui a ouvert à la Chine en 2001 le marché mondial sans aucune contrepartie. Ils auraient pu dire, écoutez, vous êtes 1,5 milliard de consommateurs. Vous allez donc devoir, c'est vrai, on va ouvrir peu à peu nos marchés, mais en contrepartie, vous allez développer les niveaux de salaire, développer une protection sociale chez vous, pour que la concurrence soit à peu près équilibrée. Elle ne l'a jamais été. Qui a cru à ça? Qui a cru à ce discours? Lui. Et puis tous les dirigeants de l'époque, ils se sont dit, oui, mais les Chinois sont pauvres, qu'on les aide, les pauvres. Notre sujet n'était pas celui-là. Le sujet, c'était comment on maintient des équilibres économiques pour qu'on puisse en quelque sorte continuer à partager en quelque sorte d'une façon, j'allais dire, raisonnable les marchés. Et aujourd'hui, grâce à Christophe Castaner qui a été ministre de l'Intérieur de M. Emmanuel Macron, on a Chine au bazar de l'Hôtel de Ville.
C'est ça la mondialisation heureuse. Là, je sens que vous vous fâchez. Je vais rester extrêmement, rassurez-moi, modéré. Moi, je suis pour qu'on bloque les Chinois sur les véhicules électriques. C'est pas possible. Comme sur... Bataille perdue. Vous dites bataille perdue. Non, je suis pour qu'on les bloque parce que bataille gagnable. Bataille gagnable. Bataille gagnable. Sur l'affaire... Les panneaux photovoltaïques. Moi, je m'étais battu il y a 10 ans. On a refusé de le faire. Conséquence, on a détruit. J'ai vu tomber l'industrie française, allemande, italienne, espagnole sur les panneaux photovoltaïques parce qu'on a refusé de se protéger. Cette leçon n'a pas été tirée. Et là... on pourrait parfaitement décider ce qu'on faisait avec les véhicules japonais, ce qu'on a fait un temps avec les véhicules coréens, c'est leur mettre des quotas d'importation limités. Vous ne pouvez pas importer plus de 1% du marché. Bon, bah voilà, c'est réglé. Ça s'appelle une protection, il n'y a pas de honte. Ça s'appelle la défense de nos intérêts. Je rappelle que nous ne pouvons pas, exporter comme on veut aux États-Unis et en Chine. Je rappelle qu'ils appliquent par préférence leurs lois à nos produits. Mais nous devrions être absolument des apôtres du laisser-faire et fermer les yeux sur tous leurs abus, leurs excès, et nous devons appliquer nos lois. Donc, je suis pour qu'on bloque Shein et qu'on apprenne aux Français quand même, j'allais dire, la consommation durable, responsable et équilibrée. Parce que à chaque fois qu'on fait un chèque depuis 10 ans, 15 ans, de 30 milliards chaque année à la Chine. 30 milliards. Donc, ces 30 milliards de consommation par les Français, c'est un chèque aux Chinois que les Français n'ont pas. Les entrepreneurs français, les entreprises françaises, donc c'est des cotisations en moins, donc c'est des impôts en moins, donc c'est des services publics qui ne sont pas financés, donc c'est de la protection sociale qu'on ne peut pas financer, et c'est de la dette. Parce que comme on doit maintenir la protection sociale, on va chercher la dette pour financer ce qu'on ne peut plus financer par notre propre activité. Donc nous avons un modèle de protection sociale de pays riches et une activité économique de pays pauvres. D'ailleurs, je vais vous dire un truc vis-à-vis de la Chine. Moi, je pense qu'en contrepartie du droit d'importer un quota de véhicules sur le sol européen, particulièrement français, il faut leur imposer des transferts de technologie. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont avancé sur les technologies et nous, on n'en a plus. Même chose sur le numérique américain. C'est-à-dire que avant, c'était nous à qui on demandait, quand on allait exporter au Brésil, dans les pays émergents, des transferts de technologie. Maintenant, c'est à nous de le demander puisqu'on est en train de s'appauvrir. Alors, je vois votre effigie sur une affiche mode. En face du BHV, vous avez participé à la promotion d'une boutique qui s'appelle l'Appartement Français et vous avez détourné l'affiche qui a fait polémique. Charles Huet est juste là avec cette affiche. Il va venir avec Perico pour la montrer aux auditeurs qui nous regardent. Vous avez détourné cette affiche où on voyait le patron du BHV et le patron de Shein. Voilà, et on vous voit sur cette affiche avec une poule, un coq. Un coq, c'est un coq. Je vous laisse peut-être décrire ce qu'on voit sur cette affiche, Arnaud Montebourg, et pourquoi vous avez participé à cette, symbolique. Cette publicité. Madame Auvray, qui a créé l'appartement français dans la rue du Made in France, a décidé de prendre en location, en face du BHV, une boutique assez large avec tous les produits français. Oui. Et elle m'a dit, moi j'en ai assez de Shein qui est inadmissible, donc défendons nos valeurs. Ils avaient fait une affiche avec le patron du BHV, le dirigeant de Shein chinois et un chow-chow au milieu. Ouais, le chow-chow, c'est le chien chinois. Très bien, nous on a le coq de Bresse. Regardez comme il est beau. Alors, très bien fait. Je suis allé là. C'est pas vous le coq de Bresse si vous l'avez été à un moment donné. Ah non, moi j'étais député de la Bresse pendant président du Conseil général. Président du département de Saône-et-Loire. Mais ça c'était il y a longtemps. C'était avant que je ne sois le curé défroqué qui a quitté l'église de la politique. Vous voyez. Alors là, on a décidé, et j'ai accepté sa demande, de prendre l'anti-Shein, qui est en face du BHV, l'appartement français. On trouve des produits français de bon marché, intéressants. D'ailleurs, on va vendre notre miel, du coup, voilà. Bleu, blanc, rouge, et nos amandes. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes très photogénique, je me souviens de vous avec une marinière.
Elle en est où, la marinière? Ah, vous savez, il y a des gens dans le métro qui me disent, mais monsieur Montebourg, elle est où votre marinière? J'ai dit, elle est dans la tête, monsieur, madame, elle est dans la tête. Et dans le cœur. Et voilà, monsieur Perico-Légas. Et ici, me Made in France, c'est dans la tête et dans le cœur que l'on Je vais défend vous dire, ce salon est en pleine croissance, pleine expansion, et je croise partout, dans toute la France, partout, rurale, urbaine, les banlieues, pas les banlieues, les petites villes, les sous-préfectures, des gens qui parlent de ça, qui réfléchissent et qui sont en train de reprendre en main notre destin. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les 10 années à venir pour retrouver, pour que le Made in France soit pas un salon, mais soit l'économie française? C'est pas une kermesse, on est d'accord? Non, c'est une fête. C'est une fête nationale. Non, mais que le Made in France, ce soit l'économie française. L'idée, le concept. Voilà, en majorité puissante. Bon, eh bien, il y a 50 milliards de chiffre d'affaires à relocaliser en France. Pour faire 50 milliards par exemple, prenons un exemple, soyons concrets, vous avez des chiffres, tout ça, personne ne comprend bien ce que ça signifie, mais en fait c'est énorme. Aujourd'hui, quand on est opéré de façon chirurgicale, il y a des médicaments alcaloïdes qui calment la douleur et qui endorment. Nous importons chaque année 10 milliards de ces médicaments alcaloïdes. 10 milliards que d'euros. nous produisions autrefois. Ben oui, alors, si aujourd'hui une usine de médicaments, c'est à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc c'est 10 usines qui sont parties, qu'on pourrait remettre en France, avec 400 personnes à chaque fois. Donc en vérité, si on relocalise ces médicaments alcaloïdes avec l'aide de la sécurité sociale, eh bien, c'est 4000 salariés, c'est 10 milliards de moins de chèques à faire à l'Inde, la Chine et à tous les façonniers du médicament qui ont délocalisé, et c'est de la richesse pour le territoire. Il faut faire ça pour 50 milliards, c'est quand même pas considérable. Le gouvernement s'arrache la tête aujourd'hui pour faire des économies sur le déficit budgétaire. Mais vous avez des solutions qui sont très pragmatiques et très réelles. Quand vous avez été ministre des Finances, vous avez failli sauver Alstom en le renationalisant. Qui a torpillé cette idée que vous aviez eue, une nationalisation provisoire pour sauver le patrimoine de l'industrie française qui était dilapidé? Alors, écoutez, je ne vais pas entrer dans les... Si, vous allez rentrer dans la polémique. Je ne vais pas entrer dans la polémique, je vais juste rester dans les faits. J'ai en effet fait cette proposition de renationalisation parce que je considérais qu'on devait se mettre en face de General Electric. Fleuron parmi les fleurons de l'industrie française. Oui, exactement, et qu'on devait être fort. Parce que Alstom c'est 25 milliards, General Electric c'est 250 milliards. Donc il fallait qu'il y ait l'État du côté d'Alstom pour résister à General Electric, éviter la dévoration. Vous voyez ce que je veux dire? La prédation. La prédation. Bon, j'ai quitté mes fonctions, j'ai été remplacé par mon honorable successeur, devenu président de la République, M. Macron, qui a pris des décisions radicalement opposées aux miennes. C'est sa responsabilité. Je l'ai désapprouvé. Il est au Brésil, là. Il est au Brésil, il a dit que le Mercosur c'était formidable. Après nous avons des pics pendre. Écoutez, je vous laisse le soin de poser les questions à ceux qui sont élus. Oui. Moi, je ne suis qu'un entrepreneur de base maintenant. Hein. Répondez quand même, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis opposé au libre-échange. Voilà, c'est tout. Arnaud Montebourg, vous restez bien avec nous. De toute façon, vous ne pouvez pas vraiment bouger, vous êtes cerné là. Le salon vous écoute. Voilà, vous avez vu. Si vous nous écoutez aussi, 0826 300 300. Et dans un instant, nous réaccueillons Joël Fourny, président de CMA France. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. La France dans tous ses états. Ici, Sud Radio, le Made in France parle au Made in France. Nous sommes au salon de la résistance française, au salon du redressement national dont Arnaud Montebourg est avec nous, fut le ministre, et nous retrouvons à nouveau Joël Fourny. Joël Fourny, président de la Chambre des métiers de l'artisanat, j'allais dire un des socles de l'économie française. Est-ce que vous avez senti que la classe politique, à un moment donné, était à vos côtés pour redresser l'artisanat français ? Oui, bien sûr. Dans les moments particulièrement difficiles, on a quand même traversé quelques crises successives. Et on peut dire qu'il y a eu quand même une volonté de soutenir l'économie artisanale au travers de différents dispositifs qui ont permis d'accompagner. Mais c'était aussi le rôle des chambres de métiers que d'être aux côtés, au quotidien, auprès des entreprises artisanales sur l'ensemble du territoire. On a joué un rôle majeur. Et au moment où je vous parle, quand on se pose la question est-ce qu'il faut garder ou pas garder les réseaux consulaires, alors là c'est une réalité. Je vous dis qu'il faut absolument qu'on puisse perdurer dans le système parce qu'on joue un rôle majeur sur le côté accompagnement sur le volet économique et au moment de la création de l'entreprise, au moment du développement de l'entreprise, tout au long de la vie de l'entreprise. Et puis on joue aussi un rôle majeur sur la formation initiale, notamment au travers des centres de formation que nous gérons au sein du réseau.
Arnaud Montebourg, vous avez été ministre de l'économie du Rassemblement national, grand défenseur du grand patrimoine industriel français. L'artisanat est également un des fleurons de l'économie. Est-ce que, pour une économie rayonnante, tout ça est compatible? On peut à la fois défendre la grande industrie française et protéger les artisans? Il faut avoir de tout. Il faut avoir l'économie dite résidentielle, c'est-à-dire où les gens travaillent localement pour les besoins locaux. Et Dieu sait, s'il n'y avait pas le tissu de nos artisans, dans toutes les régions de France, il reste encore des artisans, les services publics, la poste, les gares, tout ça a disparu, mais il reste encore les artisans qui travaillent. Ça crée des emplois, ça crée des emplois. C'est le premier employeur de France, c'est l'artisanat, 1 million d'employés, si je me trompe, je crois que c'est ça. Donc c'est quand même premier employeur. Alors donc quand on doit, j'allais dire, chérir l'artisan, les aider sur le plan fiscal, économique, juridique, parce que c'est quand même un maquis de règles assez complexe. Les artisans sont généralement des gens qui ont créé leur entreprise de toutes pièces, qui ont été apprentis, ouvriers, puis qui deviennent leurs propres patrons. Donc tout ça sont des parcours extraordinaires, estimables et avec des réussites phénoménales. Est-ce que l'enjeu de la formation professionnelle, il faut poser aussi à vous la question de Joël Fournier, est-ce que la formation professionnelle au niveau de l'enseignement scolaire, est-ce qu'on a besoin en France, une fois pour toutes, de prendre la décision courageuse politique de réhabiliter l'enseignement professionnel pour fournir à cette filière la main-d'œuvre, les vocations et, j'allais dire, les énergies dont elle a besoin? La formation professionnelle est indispensable, mais évidemment, on a beaucoup défendu l'ADN de l'artisanat par la formation et la voie de formation d'excellence, par la formation de l'alternance, par alternance et l'apprentissage. Évidemment, quand on voit qu'il y a 150 000 emplois non pourvus par rapport aux besoins dans le secteur et la filière artisanale, il faut absolument continuer à former. Et je peux vous dire qu'il y a un engagement très fort, une volonté très forte depuis notamment 2018, la réforme Choisir son avenir professionnel, de s'engager encore davantage, et les entreprises artisanales s'engagent vraiment à former les jeunes. C'est un ensemble d'une chaîne dont, notamment pour qu'un donneur d'ordre puisse concevoir, je dirais, un équipement de haute dimension, ça veut dire que derrière, vous avez aussi pléthore d'entreprises artisanales qui vont jouer un rôle majeur. Moi, je fais partie de ce secteur industriel, de la sous-traitance industrielle. Je suis réalisateur de moules et d'outillage pour l'obtention de certaines pièces pour l'aéronautique. Je peux vous dire que si nous, on arrête nos activités, ça veut dire qu'un avion ne décollera peut-être plus de chez Airbus. Donc, vous voyez, c'est de l'industrie de pointe qui est complémentaire aux activités industrielles, et c'est toute une chaîne de fabrication qui est nécessaire. Donc évidemment, on n'a pas les mêmes tailles d'entreprise, on n'a pas les mêmes conceptions, mais en tout cas, on voit bien que l'industrie en France a besoin de son artisanat, et en fait, c'est un lien aussi direct avec l'économie agricole. Arnaud Montebourg, Serge Papin, ancien patron de Système U, vous le connaissez bien. Il a déjà eu des responsabilités pour les 5% de TVA. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un homme tel que lui peut participer, il est ministre du Commerce, est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre ou il faut repenser la totalité du système? Ou est-ce qu'il va arriver à faire quelque chose? Non, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les petits pas de tous les jours, il y a les signaux envoyés. C'est très important d'avoir des gouvernants qui se préoccupent. Vous avez confiance en lui? Je pense que c'est à titre personnel, oui. J'apprécie cet homme. Je l'ai constaté dans ses anciennes fonctions quand il dirigeait Système U, parce que Système U a une vision quand même des filières agricoles et industrielles, territoriales y compris, bien sûr, très positive, et donc ils les entretiennent, c'est très important. Donc pour moi, Serge Papin m'inspire confiance, et je l'encourage à accentuer encore son niveau d'exigence, comme il a déjà exprimé en très peu de temps depuis qu'il est arrivé. Alors nous sommes au salon du Made in France, nous savons que l'artisanat français, le commerce de proximité qui est lié à l'artisanat, aujourd'hui est victime de la grande distribution sauvage, barbare. Je pense qu'on ne se passera pas de la grande distribution. Est-ce qu'il est moyen dans ce pays d'avoir une décision politique qui régule le marché, qui laisse à la grande distribution sa part de responsabilité, sans pour autant asphyxier et étrangler le petit commerce et l'artisanat? On a eu des tentatives. On a eu pendant des années des allers-retours et sur les lois qui se sont succédées pour changer le cadre des relations contractuelles et de négociations entre j'allais dire, la myriade d'entreprises agricoles et industrielles, surtout dans l'agroalimentaire, et
4 ou 5, maintenant peut-être 3 centrales d'achat. Donc il est évident, quand vous avez une nuée d'un côté et 3 autres pour négocier, vous voyez bien qu'il y a un problème d'équilibre. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la coopération, l'action commune, la construction de mastodontes de l'agriculture est très important. Je discutais par exemple avec Yoplait, Entremont, qui sont ici au sein du Made in France, et Sodial, c'est une coopérative où c'est qui le patron, qui est une marque équitable. Ce sont des gens qui cherchent à fédérer des petits éleveurs pour défendre en commun leurs intérêts. Ça s'appelle des syndicats. Des syndicats d'éleveurs, des syndicats de fabricants, de transformateurs, c'est comme ça qu'on y arrivera. Alors je dois dire... Solidarité. Oui, je dois dire que la loi Egalim avait essayé de résoudre le problème. Dans le texte, elle était formidable. Mais pour l'instant, ça marche pas. On en est à la 4e. Ça marche pas. C'est en même temps. Donc, il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier. Arnaud Montebourg, on apprend la disparition de Louis Schweitzer, qui fut un grand patron de Renault. C'est quelqu'un qui a contribué à la grandeur industrielle de la France, ou avait-il, lui, déjà dû subir les aléas? Il a fait de Renault ce qu'elle est devenue. Il a racheté Nissan, ce qui a fait l'alliance. Il a envoyé un certain Carlos Ghosn reprendre Nissan, qu'il a remonté. Et l'alliance Renault-Nissan a été numéro 1 mondial, devant Volkswagen, devant Toyota, en 2014-15. Donc la France qui gagne. Oui, ça existe. Un patron responsable. Il est allé chercher, il a créé et inventé le low cost en Roumanie avec Dacia. Bon, c'est peut-être... En tout cas, il a complété la gamme en disant ce qu'on ne peut pas faire, on peut le faire à côté, on va essayer de le faire comme ça. Et puis surtout, il a mis Renault sur une trajectoire d'innovation, de produits extraordinaires qu'on continue à voir aujourd'hui dans l'ADN de Renault. Il a inventé la Twingo et l'espace. Donc il a inventé finalement les SUV et les toutes petites voitures. Donc en fait, le Twingo revient, vous avez vu. En fait, cet homme a été un visionnaire et je veux lui rendre hommage le jour de sa disparition. Et un serviteur de l'État. Évidemment, car il a été directeur du budget. On manque d'hommes de cette trempe aujourd'hui. Écoutez, on va les trouver. Oui, voilà, il faut les chercher. Ils existent. Merci messieurs, merci Joël Fourny. Je rappelle que vous êtes président de CMA France. Merci de nous accueillir et d'être intervenu sur notre plateau en direct du salon du Made in France. Arnaud Montebourg, merci. Arnaud Montebourg, on peut vous trouver sur le salon du Made in France aujourd'hui, demain. Vous pouvez me trouver au stand K40, non pas CAC 40, mais K40. Mais ça viendra, où nous vendons nos amandes. C'est une entreprise qui a passé le million du chiffre d'affaires. Bravo. C'est une entreprise qui a replanté les amandiers. C'est le premier verger de France. Nous venons d'ouvrir notre usine à Brignoles dans le Var, qui casse les coques et qui fait la première transformation. Et toujours... Le miel Made in France, c'est un voyage à travers les fleurs de France. Bon. Voilà, et c'est moi qui fais le voyage. Arnaud Montebourg, vous n'êtes pas à l'amande, vous êtes aux gloires de la France.